Bon, bien. Yep. Qu'est-ce qu'on va voir sur ce tactique 8? Comment démarquer nos propriétés de la compétition. Yes. Sujet génial, vraiment. Ah ouais. Ah bah là, Vraiment. c'est plutôt cool et plutôt, on va dire que tu es plutôt à l'aise sur ce domaine-là parce que, Ouais, bah, c'est un système que j'utilise beaucoup. ouais, Ouais. Donc, ouais, carrément. en plus, là, pour ceux qui sont sur l'appel, c'est un tout petit bloc, pas très technique, très digeste. Je dirais, c'est probablement un des plus, je dirais, agréables. Tu sais, on est plus sur vraiment du plaisir sur cette session. Et je pense même qu'on ne tiendra pas les 60 minutes, tellement le bloc est court. Donc, Mm. on aura aussi un temps pour des questions. Il se trouve que toute la semaine, il y en a plusieurs qui m'ont contacté pour me demander justement sur les stratégies de homestaging, notamment de dématérialisation et tout ça qu'on va parler aujourd'hui. Et je vais répondre. Ça va, l'heure qui vient va répondre à beaucoup de leurs questions. Et comme à mon avis, en 40-45 minutes, on aura plié le live, on aura au moins 10-15 minutes de questions, un peu plus de temps que d'habitude. Sans problème. Bon, mais c'est cool ça. Yes. Ouais, Bah, très heureux. nickel. Il y a une belle citation d'introduction sur ce chapitre. Ah, celle-là, je l'adore. Donc, moi, je fais les bleus, tu fais les jaunes. On est bon? Ouais, bah ouais, comme d'hab. Ok, parfait. En fait, c'est une citation d'Edison, Thomas Edison, qui dit que la plupart des gens passent à côté d'opportunités parce qu'elles revêtent un bleu de travail et ressemblent à une corvée. Bon, moi, je suis pas Edison. Je dirais que ça serait comme aller à un rencard en survette, par exemple. Et ben, ça fait pas de toi de quelqu'un de moins bien. Ça fait juste quelqu'un qui présente pas bien. Ouais. Enfin, qui est pas son meilleur, tu vois. C'est comme, je pense que si on va à un mariage, bah, on s'habille sur 131 et puis on n'y va pas en pyjama. Bon, bah, c'est un peu la même idée pour presque paraphraser Monsieur Edison. Exact, exact. Bon, ça Bon, allez, dépend. retour rapide sur les tactiques précédentes qu'on a vues, parce que là, ça fait quand même 2 mois et une semaine, c'est ça? On est pas mal là, ça fait déjà, ben, c'est la huitième semaine, donc là pour le coup, pour rappel, ça, vous l'avez en français en PDF, ok, je vais pas vous faire l'affront de vous dire quand c'est que ça a été écrit, hein, en 2009 par exemple, voilà. Pardon. Et donc ouais, donc qu'est-ce qu'on a vu? Ben, premier chapitre, on a vu le mindset. Deuxième chapitre, on a vu les sous, la gestion financière, ok. Troisième chapitre, on a vu les leviers. J'allais faire ça. C'est bizarre comme geste. Ouais, levier. Ah, Voilà, celui-là, comme ça. Là. ensuite, quatrième, on a vu la lead Ouais. generation. La cinquième chapitre, on a vu la conversion des leads, Mm. qui était liée au sixième chapitre, qui était sur la conversion des leads, mais cette fois sur Internet. Ouais, Ensuite, on a vu la septième chapitre, c'était sur la stratégie prix avec les vendeurs. Et aujourd'hui, c'est stratégie de commercialisation avec les vendeurs. tout à fait. Bah, ça va être pas mal puisqu'on on va pouvoir regarder un petit peu ce qui est dit dans l'introduction parce qu'il y a quand même des éléments importants. Oui. Ensuite, on verra comment mettre en valeur ou pas mettre en valeur, hein, comme ça, au cas où. Hein. On C'est verra. mettre en valeur ou pas mettre en valeur, that is the question. Hein. Ça, c'est encore, ça c'était Shakespeare. On a paraphrasé Shakespeare pour notre formation. Exact. Ensuite, on va voir que effectivement, la beauté, c'est dans l'œil de celui qui achète, c'est pas dans l'œil du vendeur ou dans l'œil de l'agent, c'est dans l'œil de celui qui achète. Troisième point, on verra que quel point clé il faut retenir de la façade à la vente, l'expérience que l'acquéreur détermine. Euh, Son L'acquéreur, il fait une parcours. expérience quand il découvre un bien, donc on va voir un petit peu comment ça se passe et qu'est-ce qu'il va Oui, falloir prioriser en termes de mise en valeur. Et ensuite, on va voir qu'il y a le prix, il y a la commercialisation et on conclura. et les deux sont aussi liés, Exact. Exact. vraiment. Yes. Est-ce que tu as déjà entendu l'expression what you see is what you get? On le connaît beaucoup dans le domaine du web, le WYSIWYG. Ouais. Ce que tu vois, c'est ce que tu as. C'est une expression assez courante et c'est pas mal aussi une des premières grandes vérités qui régit notre métier, définitivement. Et puis, donc, la première moitié, donc, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu as. Et la seconde moitié, c'est ce que vous payez. Et les acheteurs croient, et c'est une croyance, donc croire, c'est pas savoir, mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, qu'ils obtiendront ce qu'ils voient, et cela déterminera le prix qu'ils sont prêts à payer. Mm. Donc, bien important. Et puis, pour ceux qui sont sur l'appel et qui ont déjà eu l'opportunité d'emmener beaucoup d'acheteurs
en visite, peu de gens, en fait, peu de clients, mais peu de gens, peu d'acheteurs, enfin même du côté des vendeurs, mais c'est les êtres humains en général, ont suffisamment d'imagination pour visualiser plus loin que ce qu'ils voient. Qu'est-ce que ça serait, le potentiel? Projette. Oui, 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 oui. D'aller, bon, on n'est pas tous designers, on n'est pas tous architectes. Moi, le premier, en plus, je suis Ah bah, un peu daltonien sur les bords, mais sur les bords des deux yeux, quoi. je te Donc, rassure, heureusement que j'ai pas fait la déco du market, hein, parce que ça aurait été une école de maternelle au niveau de la déco, je te dis. Moi, je suis une catastrophe pour ça. Donc, c'est pas mal ça aussi. Donc, c'est pour ça qu'on va voir. Moi, je me positionne comme consultant auprès de mes clients. Je m'improvise pas designer. Parce que c'est toujours là, on est toujours du côté des acheteurs. La plupart des acheteurs sont incapables d'envisager à quoi ça va pouvoir ressembler une fois que la propriété sera dans son meilleur état possible. Comment elle sera dans sa tenue de mariage, parce qu'on a beaucoup de propriétés qui sont en survêt. Et il faut les imaginer avec vraiment le tuxedo, le smoking de mariage. Et puis, même si certains pourraient l'envisager, eh ben, ils le font peu ou pas. Donc, il y a une solution à ça parce que c'est un vrai problème. alors moi, j'ai une question avant que tu nous donnes la solution. C'est, on a des a priori et on imagine que de l'autre côté de l'Atlantique, c'est très inculqué le homestaging, que tout le monde en fait, etc., etc. Toi qui as vu les deux, marché français, marché canadien, est-ce que c'est beaucoup plus démocratisé au Canada qu'en France? Alors, l'aspect de la dématérialisation du homestaging, j'ai appris ça ici. Il y a quelques années, hein. En France, moi, je suis parti de la France, c'était en 2007. Ouais, Il y c'était avait, hier, quoi. ouais, avant-hier. Et il y avait, il y avait peu ou pas. Bon, il y avait quand même quelques émissions qui commençaient sur les décos d'intérieur, mais relativement peu encore lié à l'immobilier, sans jugement, hein, mais le homestaging, c'est pas je te fais une extension avec une piscine et puis je te refais ta maison, quoi, tu sais, c'est pas ça. Donc, on avait commencé au travers des médias français il y a quelques années, puis on en voit toujours aujourd'hui. Il y a des personnes célèbres qui le font à la télé. Mais concrètement, dans notre quotidien, dans ma réalité d'agent, je ne l'avais pas dans l'agence où j'étais en France. Ça ne faisait pas partie de notre culture. Et j'ai découvert ça ici. J'ai appris, j'ai fait mes essais, mes erreurs et vraiment, ça fait une différence majeure. Autant, tu sais, dans le Live Shift où on parle d'un changement de marché, Mm. mais franchement, marché de vendeur ou marché d'acheteur, tu es toujours plus beau en tuxedo qu'en survêt. Donc, c'est clair. Donc, ça marche tout le temps. Simplement que des fois, on en a envie. Donc là, par exemple, dans un marché qui serait à l'avantage du vendeur, mais dans un marché d'acheteur, on n'est plus dans l'envie. Là, c'est un réel besoin pour se Ah démarquer. oui, oui, complètement. Bah, je te dis ça, genre, je te posais la question parce que India est anglaise, tu sais, donc on connaît l'Angleterre. En Angleterre, c'est un réflexe qu'ont les Anglais de préparer leurs biens à la vente. C'est-à-dire qu'ils ont conscience qu'il y a toute une préparation d'un bien pour le vendre. Voilà. Et c'est pas du tout français. C'est-à-dire que nous, on arrive chez les gens, ils imaginent que c'est normal de vendre la maison en l'état, comme ils y Mm. vivent en permanence, en fait. Donc, et c'est là où le chapitre il est intéressant sur Bien Shift. sûr, bien Donc, sûr. la solution, c'est quoi? La solution, comme les autres, comme les gens en général ne savent pas le faire, il y a quelqu'un qui doit le faire pour eux. Et puis, en l'occurrence, ça va être nous. Et puis, je dirais les plus astucieux, enfin, ça c'est dans le livre, mais simplement ceux qui le savent. Et puis, ceux qui auront fini l'appel aujourd'hui ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Donc, vous allez avoir aussi une autre longueur d'avance par rapport aux autres, hein. Que autant les propriétaires que leurs agents les plus malins, je dirais, les plus stratégiques, s'en sont rendus compte que c'est important de bien présenter les choses et puis s'efforcent de montrer leur propriété sous son meilleur jour. Et qu'en mettant la maison ou l'appartement, peu importe, sur son 31, ça fait ressortir clairement la propriété du lot. Et puis après, ce qui est assez génial, c'est que c'est la perception du rapport qualité-prix qui en est amélioré. Mm. Après, toutes les conséquences, tous les bénéfices que ça apporte. Et puis, parce que, on le disait en préambule, le prix et l'état, ou l'état perçu, sont étroitement liés.
Complètement. Ben, d'ailleurs, et tu sais que c'est un truc qu'on retrouve pour les voitures. Moi, c'est ce que je disais aux vendeurs. Je disais, mais vous imaginez tous les efforts que vous faites pour nettoyer la voiture, réviser, machin, etc., la montrer clean, faire des Mm. photos, etc. Et on fait pas pareil pour une maison. Il y a un gros décalage quand même. On pourrait leur dire, hein, tu n'irais pas faire ta photo de classe en short, hein, par exemple. Ah ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Donc, ouais. Donc, comme tu disais, puis souvent on nous le demande, bah, est-ce qu'il faut mettre en valeur ou est-ce qu'il ne faut pas mettre en valeur? Les gens se posent la question. Bah, ton point de vue, c'est quoi par rapport à ça? Bah, en fait, bah, tout simplement, moi, là où je partage complètement Shift, c'est qu'il faut arriver à convaincre les vendeurs qu'il n'y a pas de question à se poser. C'est qu'ils ne devraient même pas se demander s'il faut mettre en valeur. La réponse, c'est oui tout de suite. Et la question derrière, surtout qui devrait se poser, c'est comment on va mettre en valeur. Et souvent, quand on a des agents qui démarrent dans le métier, ils se disent ouais, mais cette maison, elle n'est pas jolie, elle n'est pas ci, elle n'est pas ça. On s'en fout de joli ou pas joli. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre en valeur. Oui. Et le problème, c'est que les gens, ils confondent ce qui est beau. Ça, c'est très subjectif. Par contre, mettre en valeur, on peut le faire avec beaucoup d'objectivité. Donc, moi, j'étais obligé parce que, alors là, moi, je vous l'ai dit, niveau déco, je suis une tarte complète, hein, un truc de fou. Donc, obligé d'avoir des mécanismes et une méthode pour pouvoir bien aiguiller les clients, quoi. Oui. Donc, de plus, c'est la partie marketeur, c'est la partie marketing. La mise en valeur d'un bien, c'est un côté très intéressant, je trouve, dans notre métier. C'est de pouvoir trouver l'angle marketing que je vais donner pour pouvoir mettre en valeur un bien. Et du coup, forcément, ça va inciter les acquéreurs, ça va créer une émulation autour du bien. Et généralement, il y a un coup de cœur. Pour les gens qui sont dans l'émotion, on va pouvoir déclencher ça et on va pouvoir aller chercher ce petit phénomène-là. Donc, du coup, il va falloir se préparer bien en amont. La préparation. La préparation. Ouais. C'est le secret du truc. Ah C'est-à-dire oui. du simple nettoyage à la finition, etc., etc. Déjà, il va falloir analyser qu'est-ce qui peut avoir un impact sur le prix. Et on va essayer de jauger les délais de vente qu'on pourrait avoir en fonction de ce qu'on va faire ou pas, et en fonction de la mise en valeur qu'on va pouvoir octroyer ou pas à la personne. Donc, c'est juste ça. Hein. Ils veulent obtenir le plus. Simplement un exemple, hein. Imaginez, vous avez un immeuble avec, je sais pas moi, avec 5 appartes à vendre. C'est un peu des copier-coller, par exemple des programmes neufs, hein, ou un lotissement de maisons, 3 chambres, salon, 300 mètres de jardin. Les façades sont toutes les mêmes, elles sont à peu près toutes au même prix. Comment on se démarque, hein. Exact. Parce qu'en plus, tu vois, typiquement dans ce cadre-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils veulent tous vendre au meilleur prix possible. Donc, Oui. il va falloir, on va jouer que sur la mise en valeur en fait, parce que c'est peut-être pas ça qui va faire que ça va se vendre plus cher, mais c'est celle qui va se vendre en premier ou plus vite que les autres en tout cas. C'est celle qui va se faire remarquer. Tu sais, si tu as une foule, par exemple, qui sont tous habillés en blanc et puis il y en a un qui est habillé en rouge, par exemple, bon, il y en a un qui va sortir du lot et il va se faire remarquer. Voilà. Et puis, quand un marché, toi, par exemple, tu es déjà dans un marché d'acheteurs depuis longtemps, celui qui est habillé un petit peu plus coloré, on ne dit pas de mettre du rouge dans les maisons, attention, hein, mais c'est simplement l'idée de se démarquer, de se faire remarquer, de se sublimer. Ouais, mais encore une fois, c'est pas une question de goût et de couleur, on va le voir juste après. Il y a juste des bases à connaître. Mais dans tous les cas, je fixe un prix et après, je vais essayer d'ajuster des variables. Par exemple, on parle de variables. L'emplacement, la localisation du bien, c'est pas quelque chose de variable. On va pas déplacer un bien, donc ça, c'est pas possible. La superficie, on va pouvoir très peu jouer là-dessus, d'accord? Et puis, c'est dans certains cas très précis. Et puis, par contre, l'aménagement et l'état du bien, là, pour le coup, là, les vendeurs, ils ont une sérieuse carte à jouer s'ils ont vraiment envie de vendre leurs biens, parce que les vendeurs les plus motivés, en tout cas moi je le vois chez nous, les vendeurs les plus motivés, ils n'hésitent pas à mettre la main à la pâte pour pouvoir sublimer leurs biens. On a eu un cas cette semaine avec un agent de chez nous qui est allé débroussailler le jardin de... Je l'ai vu hier, avec son t-shirt gris, il était tout transpirant, il a mouillé la chemise, hein, comme on dit. Exact. Parce qu'il savait que c'était le bon moment pour mettre en valeur. Il a filé un coup de main au client. Donc, le client, c'était un peu l'effet waouh. Il vient m'aider à débroussailler. C'est cool parce que je m'envoyais pas il est un peu âgé, donc il n'avait pas la force de le faire. Donc, il lui file un coup de main pour mettre en valeur, mais parce qu'il sait très bien qu'il y a un véritable intérêt pour le client et pour lui, évidemment. Donc, c'est clair. Et puis, je vais pouvoir vous en donner des anecdotes de mouiller la chemise, là.
parce que j'ai pas toujours eu des professionnels avec moi pour le faire, hein, comme des designers ou des décorateurs. Je vais pouvoir vous en donner. Mais avant cela, moi, ce que je dis franchement à mes vendeurs, quelle que soit la portée d'un simple nettoyage il faut refaire toute la déco, je leur ai dit, la maison, là, elle doit ressembler comme une maison témoin. Faut séduire, faut impacter. Les bons promoteurs immobiliers nous donnent la voie par rapport à ça. Parce qu'on n'est pas sur de la vente sur plan. Et même sur de la vente sur plan, ils ont de la 3D bien décorée, très jolie, très jolie. Et là, nous, on a d'autres outils à notre disposition. Et ben, il faut que ça ressemble, faut que ça fasse waouh. Ouais, et puis il faut leur donner des repères. Tu vois, toi, tu utilises la maison témoin. Moi, je sais que j'expliquais aux clients vendeurs, quand ils me faisaient confiance, qu'on allait faire une séance photo. Oui. Et que pour la séance photo, il fallait que l'intérieur de la maison ressemble à un magazine Ikea. Et il fallait absolument que l'extérieur soit aussi soigné que l'intérieur. Et souvent, le magazine Ikea, tu sais, ça marque tout le monde au final. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on feuillette un magazine Ikea? On se projette dans toutes les pièces qu'il y a sur toutes les pages. Ouais. Et puis on se dit qu'on va acheter une table basse et puis on en ressort avec 2000. Avec une étagère, un truc, tu t'es projeté partout. T'es projeté partout. Ikea, tu sais, blague à part là, Ikea, même que tu sais exactement ce que tu vas chercher, tu en as forcément pour 2 heures parce que moi, ma femme, elle fait 12 000 allers-retours. Ikea, je trouve ça insupportable. Heureusement qu'ils font des hot dogs à 1 euro. Non, je déconne. Bah ouais, ça te permet d'attendre à la table après les caisses. Je comprends ce que tu vis, mon ami. Je comprends ce que tu vis. Donc, tu vois, moi, c'est ça, moi, le côté magazine Ikea. J'ai essayé de projeter les vendeurs en disant, quand je vais venir faire des photos, les photos, il va falloir que ça ressemble à un magazine Ikea. Et il y avait aucun problème quand on arrivait à atteindre ça avec des vendeurs. Déjà, souvent, tu sais ce que c'était la phrase qui me sortait? Non. Oh putain, j'ai plus trop envie de la vendre maintenant. Quand ils voyaient les photos, tu vois, ils retrouvaient un petit peu leur maison. C'était rigolo. Hein. Ça m'est arrivé une fois, ça. Ah ouais, donc généralement quand on arrive à mettre en valeur, ça plaît quoi. Donc voilà, donc ce qu'on va vendre aux acheteurs, au final, c'est pas une pièce, c'est pas un espace, c'est un style de vie. Yes. Et quand on se promène sur un magazine Ikea, on regarde des styles de vie en fait. Est-ce que c'est moderne? Est-ce que c'est plutôt bois, chaleureux, etc., etc. Donc c'est plutôt ça. Et j'aime beaucoup le parallèle que tu fais avec Ikea parce que ce qu'on voit dans le magazine, on va pouvoir le vivre, ce style de vie, en réel dans le magasin. Complètement. Et si on fait le parallèle avec nous, on a nos annonces et il faut que ça soit cohérent avec ce que les acheteurs vont découvrir en visite. C'est exactement ça. Donc du coup, en fait, il va falloir que le bien qu'on va mettre en valeur les projette et en tout cas leur donne envie ou l'image de la vie qu'ils aimeraient mener quoi et pas la vie dans laquelle ils sont. Ils ont envie de se projeter dans quelque chose d'un peu waouh comme tu dis. Et puis tu sais, moi j'adore le parallèle avec Ikea et à chaque fois je l'ai utilisé avec les clients. Quand tu te balades dans Ikea, tu sais, tu as des mises en scène. Oui. Il y a des salons, etc., etc. Et tu n'as jamais remarqué, les gens, ils regardent un peu et puis d'un coup, ils s'installent et puis ils s'imaginent à table ou des trucs comme ça, tu sais. Là, ils sont en train de projeter, ils sont déjà en train d'acheter et on veut reproduire exactement le même effet, tout simplement avec les acquéreurs. Donc voilà. Après, rajouter des aménagements, il y en a qui sont plus rentables que d'autres. Améliorer l'état du bien. Pour moi, améliorer l'état du bien, déjà, premièrement, c'est le nettoyer. De fond en comble. Ouais, déjà le nettoyer correctement. Le ménage qu'ils n'ont jamais fait. Ah ouais, et le meilleur ami du vendeur à ce moment-là, il s'appelle Karcher. Moi, Pour moi, il s'appelle Marie et c'est une personne qui travaille avec nous, qui est en externe. Hein, c'est une personne spécialisée dans l'entretien résidentiel. Et on l'a fait. J'ai eu l'exemple il y a 3 mois à peu près. Excusez-moi. J'arrive, la maison elle était comme so-so, veut dire pas super, à l'intérieur très bordélique. Et puis je dis voilà, je viens dans une semaine avec le photographe, il faut que la maison elle soit nickel. Et j'arrive, photographe, caméraman, etc. machin. Et il y avait des crottes de chiens dans le salon. Oh nickel. J'ai fait, je crois qu'on s'est pas compris là. Enfin moi mais vraiment un film d'horreur. Franchement, même j'avais peur de salir mes chaussures. C'était horrible. Genre, fait hop là, boum, on arrête là. Ça faisait 10 minutes qu'on était là. J'ai essayé de ranger au fur et à mesure que le photographe avançait. J'ai fait on arrête là. Votre propriété, on est quand même pas loin du million.
c'est pas possible. C'est Ça pas vaut les pas une équipes. crotte de chien. Ça vaut pas une crotte de chien. Ah non, puis même la propriétaire que je connais très bien, hein, c'est une cliente, ça fait déjà 3-4 Ouais. propriétés que je lui vends en 5 ans. Je lui dis, on n'est pas au niveau des standards. Et puis, d'une deuxième chose, franchement, je fais en termes de santé, pour vous, c'est pas possible. J'ai la personne qu'il vous faut. Et puis, il faut impacter tout de suite les acheteurs, hein. On a quelques secondes pour les séduire. On fait venir une équipe d'entretien. Et puis franchement, quand l'équipe elle a terminé, elle fait mon Dieu, la dernière fois que j'ai vu la maison propre comme ça, c'est quand on l'a fait construire. Et, ok, je comprends que ça puisse vous faire Ouais. plaisir aujourd'hui. Ah ouais, non, bah, tu m'étonnes. Et, tu sais, moi, j'ai souvent, en tout cas chez nous, hein, dans le sud de la France, à Perpignan pour le coup, tu sais, on a la chance, on a du soleil, sauf que le soleil, chez nous, ça crame les pelouses. Et les gens n'ont Ouh, pas forcément la main très, très verte. Donc, du coup, on a des pelouses jaunies 6 mois dans l'année. Et puis, qu'est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve avec un jardin qui est absolument pas entretenu, avec le tas de tuiles au fond, la brouette retournée, que tout le monde connaît. Hein, on l'a tous, celle-là, à côté du ouais. cabanon, évidemment. Hein, et puis, les outils du jardin qui traînent et la balançoire qui rouille. Bref, T'es tous venu, ces t'es venu à la maison? Ah non. tu vois, tous ces trucs-là, on les connaît. Et le problème qu'il y a, c'est ce que je disais aux vendeurs. Je disais, mais c'est pas une question que votre maison, elle est pas jolie, elle est pas ci, elle est pas ça. C'est que vous vivez avec et vous ne le voyez plus, tout ça. Et à force de passer devant, ils ne le voient plus. Et notre rôle à nous, c'est de justement leur faire ouvrir les yeux en disant, ben, quand même, regardez un petit peu. Et attention, l'extérieur, c'est la première chose qu'ils voient en arrivant, c'est la dernière chose qu'ils voient en partant. Donc, c'est aussi fondamental et aussi important que l'intérieur. Et quand ils prennent conscience, moi, je sais que ça se passait super bien. Alors, des fois, il fallait filer un coup de main, évidemment, mais ça se passait plutôt bien. Et quelle sérénité que d'arriver, tu sais, juste avant, quand tu es avec tes acquéreurs, c'est juste avant d'arriver sur le bien, quand tu sais que c'est bon, c'est nickel. Ouais, C'est super serein, parce que quand tu sais que bah c'est oui. peut-être niqué, t'es foutu. T'es Ah mais là, c'est clair. Et tu vois, parce que c'est le point 2, c'est comme la beauté, elle est dans l'œil de celui qui achète. Bon, on a un système un petit peu différent en Amérique du Nord. Il y a un agent qui représente le vendeur et un agent qui représente l'acheteur. Moi, j'arrive toujours 10-15 minutes avant que l'agent qui représente son acheteur vienne avec ses acheteurs. Euh, je clean toute la place parce qu'il peut peut-être rester de la vaisselle dans un évier ou un truc qui traîne. Mais avant tout, c'est d'allumer toutes les lumières. On ouvre les rideaux. Faut cleaner la place. S'il y a des chaussures qui traînent dans l'entrée, hop, tu jettes ça dans le placard. S'il y a de la vaisselle qui traîne, tu jettes ça dans le lave-vaisselle. Mais de vraiment… Oui, Nicolas, on tire la sur chaise la d'eau chaise d'eau. aussi. Je crois qu'on a tous le réflexe, les chiottes. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, tous les vendeurs, tout le monde, le monde entier comprend qu'on comprenne bien cette logique et la nécessité de mettre en valeur leur chez eux, enfin leur futur qui est plus chez eux, hein, parce que c'est à vendre. Mais par contre, ils sont moins nombreux à avoir compris qu'il fallait mettre en valeur leur maison. Celle des autres, c'est correct. La leur, pourquoi? Tu vois, C'est ça, il y hein, a, il y a comme un écart de perception. Et là où il faut les accompagner, c'est que ils ont leur goût, leur propre goût, et puis c'est bien correct, et ils décorent leur maison en fonction de ça. Mais à partir du moment où la maison, l'appartement, la propriété vient sur le marché, les goûts personnels du propriétaire doivent passer à la trappe. Faut passer à autre chose. En tout cas, à ce moment-là, dans sa tête, il faut déjà avoir déménagé. Il faut laisser la place à l'autre, justement pour satisfaire les envies de l'acheteur. Et puis, le principe du homestaging, la dépersonnalisation, c'est de plaire au plus grand nombre d'acquéreurs potentiels. Pas de plaire uniquement à celui qui vit aujourd'hui dans la propriété, parce que l'objectif, justement, c'est de déménager. Alors, il y a un truc, parce que qu'on s'entende, hein, c'est un sujet. Attention, on marche sur des œufs. Faut pas y aller en frontal, parce que sinon vous allez vous prendre un coup de boule. Clairement, parce que les gens. Moi, franchement, j'ai appris à amener ces choses-là, parce que il y en a. Je suis assez direct, et puis ce qu'il y a, c'est qu'il y en a, j'ai vexé des gens. Ouais. Ah oui, parce que là, en fait, ils se sentent touchés, eux, sur certaines réflexions, Clairement. alors qu'il n'y a pas forcément, c'était pas personnel, mais ils le Ça prennent n'avait rien de personnel. Et il est arrivé que je blesse des gens. Il y en a certains que j'ai réussi à rattraper au vol, et puis il y en a que j'avais perdu
pas, pas forcément par rapport à un manque de diplomatie, mais par rapport à une approche qui était peut-être un petit peu trop frontale. Et il y a un système qui est utilisé dans Shift et que j'utilise également, le système des images. Comme ça, je ne leur parle pas d'eux, je leur parle des images. Ou je ne leur parle pas de leur maison, je leur parle des images. Et puis, si vous montrez à un propriétaire une image, une mise en scène, enfin, une propriété, je dirais, dans un style de vie habituel, et puis une autre, la même photo d'une Magazine propriété Ikea. qui a subi un lifting, qui a simplement été rangée, propre, etc. Et puis, ou les placards rangés versus pas rangés, une cuisine qui est propre versus une cuisine qui est pas propre, on leur demande des photos et puis on leur demande tiens, vous monsieur le propriétaire, laquelle des deux images vous impacte le plus, laquelle vous remarquez le plus? Tous, tous, tous. J'en ai pas un qui m'a dit oh tiens je préfère quand c'est le bordel. Tous préfèrent la maison qui est rangée. Je peux livrer une petite astuce, moi. Vas-y. Il y a un Ah truc oui, que vas-y. j'adorais faire, tu sais, alors c'est parce que c'était moins délicat. Avec les vendeurs, quoi, je les faisais participer à la séance photo. Okay, en leur disant qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour que ça ressemble à un magazine Ikea. Alors, tu sais, ils participent, ils vont chercher le gant de toilette tout sec qui tient debout, tu vois, ils vont enlever les shampoings, les machins, les trucs, etc. pour une salle de bain, etc. Et je leur disais, alors là, comment ça se passe, machin, etc. Ah ouais, c'est pas mal, ah ben je vais enlever ça, etc. Et une fois qu'ils avaient tout sorti, qu'ils avaient mis dans le couloir pour prendre, tu sais, généralement ça se passe comme ça, pour prendre la photo, je leur disais, maintenant, tout ce qui est dans le couloir, où est-ce qu'on peut le mettre? Et souvent, ils rigolaient parce que c'est eux qui avaient sorti les trucs, tu vois, Ah oui. les chambres, les machins, etc. Et ça à chaque fois, j'en riais parce que je dis bon, maintenant tout ça, il n'y a rien à faire là, hein, puisqu'on a une jolie photo. Dans les cartons. Où est-ce qu'on le met? Ouais, tu vois, j'aime bien l'approche. J'en ai une qui est un petit peu différente. Je dirais qu'elle est peut-être un peu plus en amont. Parce que quand je suis dans un rendez-vous de mandat, surtout, je dis aux clients, là, pour les visites, il y a deux impératifs. Ma présence et votre absence. C'est bien ça. D'accord. Ouais, ouais. Et puis, tu sais, je prends mon, J'aime bien la phrase. je prends mon trousseau de clés, là, et je leur fais, si vous sentez vous avez suffisamment confiance et que je vais faire le boulot comme il faut que votre trousseau de clés, il se trouve là-dessus. Okay, si vous n'êtes pas capable de mettre la clé de votre maison sur mon trousseau de clés de propriété à vendre, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Et ce qu'il y a, c'est que justement sur les shootings photos, comme tu le mentionnais, je prépare tout à l'avance. Et puis pendant les shootings photos, je ne veux pas les voir. Parce que tu sais, comme dire à un client, tiens, ta maison, elle n'est pas rangée, les acheteurs, eux, ne mettent pas de liant de côté agréable pour dire les choses. C'est frontal. Et la plupart du temps, ils sont vexés. Donc, je ne veux pas qu'ils entendent ça. C'est une façon de les préserver. C'est un bon argument pour les vendeurs de leur demander d'être absents pendant les visites en leur disant mais vous savez, c'est pour vous protéger aussi parce que vous risqueriez d'entendre des choses que vous prendriez personnellement, ce qui n'est pas forcément le cas. Et ça gêne aussi les acquéreurs. C'est-à-dire que les acquéreurs ne peuvent pas se projeter quand tu as le vendeur dans chaque coin de la pièce. C'est impossible. Donc, c'est plus un frein. C'est comme l'agent qui fait la visite. Hein. Le show, il est en avant. Donc, les acheteurs, c'est eux qui sont en premier, c'est eux qui rentrent dans les pièces. Et puis, nous, on reste en arrière. Moi, je reste dans les cadres de porte tout le long du mur. Mais il ne faut pas qu'ils me voient. Je ne fais pas partie du spectacle. Alors, juste, je vous donne une petite phrase qu'on utilise. Parce que des fois, même quand tu as briefé le vendeur, tu sais, il est toujours le premier à t'attendre à la porte d'entrée, les bras croisés, les jambes bien écartées en disant « Ah, ça y est, j'ai ma première visite. » Tu sais, ce grand moment-là, tu sais, où tu dis « Mais merde, je croyais qu'il n'était pas là. » et ouais, la bonne phrase, c'est juste de lui dire « Monsieur le vendeur, où est-ce que je pourrais vous trouver si j'ai besoin d'informations ?» Voilà, ça veut dire gentiment, mets-toi dans un coin et reste sage. Et, ouais. Donc, et tu vois, pour en revenir rapidement sur l'histoire des photos des avant-après, là, où le vendeur, finalement, il va tout le temps choisir la photo qui est vraiment chouette. Une fois qu'il a choisi la photo qui est chouette, vous lui répondrez c'est intéressant parce qu'en tout cas, vous avez sélectionné les pièces du bien qui ont été mis en valeur et mis en scène. Donc, je suppose maintenant que vous voyez quel est l'intérêt pour vous de mettre en valeur aussi votre propriété. C'est non confrontant. C'est « Ah, tiens, vous me dites ça, c'est intéressant parce que vous avez choisi la propriété qui est toute clean. »
Et puis, cette petite conversation, de montrer les avant-après et puis de dire, tiens, c'est intéressant, vous avez choisi la plus belle. C'est une stratégie qui a clairement fait ses preuves. Ça marche vraiment bien. Donc, si vous voulez pas prendre quelque chose en frontal, mais plutôt de vous mettre en mode consultant, je vous encourage à envisager ce type de conversation, mais vraiment comme une consultation. Et puis, au cours de cette consultation, vous donnerez les meilleures informations possibles pour aider le vendeur à prendre lui-même la meilleure décision possible. On n'impose pas, on propose. Ouais, c'est tranquille, quoi. C'est de l'accompagnement, du conseil. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est une approche qui est non confrontante et puis qui permet de faire réaliser par lui-même au vendeur les bénéfices d'une mise en scène. Ça, c'est clair. Bon, la mise en scène, tout, hein, lumière, petites assiettes, Bien sûr, serviettes bien rouges. sûr. Parce que les médias nous ont montré des trucs de ouf où ils arrivent avec des tractopelles et puis ils te font x2 la maison et puis ils te la remettent à neuf. Enfin, bon, je ne vais pas parler, il y a des émissions comme ça en France. On a même encore pire aux États-Unis. Ils arrivent à 200 et puis ils te reconstruisent Ils une soulèvent la maison et ils la reposent à côté. Ah ouais, et puis ils t'ont dit que ça a coûté 1% du prix de la vente. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis, et tout ça, c'est important parce que les acheteurs veulent que le bien qu'ils choisissent ait l'air d'un bon plan. Ils veulent ce qu'ils choisissent ait l'air d'avoir une grande valeur. En tout cas, que le bien doit être à la hauteur, doit matcher, doit être en corrélation avec le prix que demande. C'est toute la perception du rapport qualité-prix. Ah ben, complètement, parce que si la mise en scène, toi, tu utilises quoi? Quel exemple tu peux donner? Parce que bon, il y a les lumières, il y a le sambon, là, tu sais, là, tu peux brûler, enfin, pour que ça sente quoi, enfin, que ça sente bon dans les maisons, parce qu'il y en a certaines des fois, bon, voilà, il y a la mise de la table, l'encens, voilà, je cherchais, merci Bruno. Voilà, il y a plein de choses à faire pour que les gens se projettent. Moi, j'aime bien l'image tu sais, qui est dit dans le shift à un moment donné, qui posait soigneusement un livre avec des lunettes dessus, sur les tables de chevet, tu sais, pour faire de la mise en scène, du style, ah ouais, je me projette bien dans cette chambre, en train de me poser, en train de lire un bon bouquin. Voilà, c'est des petits signaux comme ça qui sont intéressants. Oui. Donc, il y a ça que j'aime bien. Bon, après, tout dit, enfin, j'ai des propriétés qui sont complètement vides, il y en a d'autres qui sont occupées. Mais par exemple, aussi la mise en scène de la table, l'art de la table. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien et puis qui a vraiment un bel impact sur les propriétés. Et puis, vous allez acheter un kit dans n'importe quel truc. Je sais pas, bon, tiens, une bonne opportunité d'aller chez Ikea. Vous achetez le pack 4 assiettes plates, 4 assiettes soupe, les verres, les couverts. Vous mettez ça dans une boîte en plastique chez vous. Moi, j'ai un petit stock à la maison de choses bien simples, hein, tu sais, des petits coussins. Tiens, par exemple, les 3 petits coussins qui sont en arrière-plan, quand ils ne sont pas ici, ils peuvent être chez un propriétaire. Des petites lampes, des petits accessoires. Mais franchement, comme on disait, le spectre est large. Ça va d'un nettoyage à il y a beaucoup de boulot. Je te dirais que généralement, je reste dans le premier 20% du spectre qui va de je nettoie la maison, je range la maison ou alors je déplace certains meubles, etc. pour avoir la perception de l'espace. Parce que dans le rapport qualité-prix, y a le nombre de mètres carrés, tu vois, ou les pieds carrés pour les pays anglo-saxons. Ça a une importance. Si la pièce paraît trop petite, la maison, elle est trop petite. Et si elle est trop petite, à ce prix-là, elle est trop chère. Pourtant, elle a autant de mètres carrés que l'autre. Mais si par exemple, tu mets une armoire normande de ta grand-mère dans le salon et puis que tu mets une table qui fait 12 mètres de long alors que ta salle à manger, elle fait 15 mètres carrés, il y a un méchant problème. Donc, c'est de revoir les proportions. il y a une méchante armoire. Ouais. Et puis, vraiment, cette première impression pour les clients, elle est super importante parce que le vendeur, lui, là, il va avoir qu'une seule chance de faire une bonne première impression, expression qui est largement connue. Et d'autant plus, s'il y a beaucoup de propriétés à vendre en même temps, les vendeurs, ils sont en compétition avec d'autres propriétés. Enfin, la maison du propriétaire est en compétition avec d'autres. Et puis, c'est vraiment important en fonction des gammes de prix, là, on doit faire le tour de ces mandats qui sont en concurrence et puis de regarder l'aspect, les caractéristiques, les aménagements qui peuvent être nécessaires dans leur gamme de prix. Parce que toutes ces propriétés qui sont en compétition et qui auront aussi des points communs,
Et ces points communs seront les standards minimums attendus par l'acheteur. Tu sais que, juste pour rebondir sur ça, parce que nous, ça nous arrive, forcément, quand on compare les biens, tu peux arriver à déceler, entre guillemets, la tranche d'âge cible des acquéreurs. Et suivant la tranche d'âge cible des acquéreurs et suivant le quartier, etc., tu connais un petit peu la façon dont ils vivent et ce qui leur plaît. Est-ce que c'est un peu plus moderne? Est-ce que c'est un peu plus chaleureux? Est-ce que c'est un peu plus ci, un peu plus ça? Et tu arrives déjà à orienter un petit peu les mises en valeur que tu vas pouvoir faire. Et il y a des angles qui sont plutôt intéressants et plutôt Bien pertinents. sûr. Bah, les goûts du persona. Donc, le persona, c'est qui est ta clientèle cible. Il y a ta clientèle cible, mais il y a aussi la clientèle cible d'un quartier où c'est très communautaire, hein, Montréal, par exemple, où il y a un quartier français, quartier anglo, quartier de tel pays, etc. Parce que c'est le monde entier qui vit ensemble, mais ça vit quand même en communauté. Donc, il faut aussi connaître les goûts de ces personnes-là. Et puis de travailler avec ceux qui nous ressemblent, en tout cas, ou en tout cas avec ceux avec qui ça fonctionne. Parce que quelqu'un qui est à 10 000 kilomètres de ce qu'on connaît, tu vois, ça peut moins fonctionner. Moi, je travaille essentiellement sur des quartiers, que des quartiers francophones, parce qu'en anglais, je serais là, where is Brian, hein, et puis je comprendrais toujours pas la réponse. Donc, vraiment, je travaille avec des gens qui me ressemblent, hein. J'ai une petite communauté, 2-3 quartiers qui sont bien, et je connais leur goût. Je sais ce qu'ils aiment, parce que globalement, on aime à peu près les mêmes choses. On vit les mêmes choses. Et vraiment important là de regarder les aspects de la compétition, parce que si les propriétaires sont vraiment déterminés à vendre, là, eh ben, ils devront répondre presque à toutes les attentes des acheteurs et en dépasser quelques-unes pour se démarquer. Et Avec Internet en plus. bah ouais, bah oui, c'est il y a 30 ans, tu sais, il y avait l'annonce dans le journal et puis il y avait juste maison à vendre, truc bidule, tel prix, il n'y avait pas de photos. Après, il y a eu les photos dans les journaux et puis après, il y avait Internet, hein, et donc Internet finalement a remplacé la première visite. Et puis, je vous dirais, c'est d'autant plus là maintenant où là, moi bientôt, là, je vais m'acheter les masques de réalité augmentée. Parce qu'on y va là. Pour moi, enfin, en tout cas, moi, je vais dans cette direction. Donc, tu sais, avec les Matterport et compagnie. Ce qu'on a chez nous. Ouais. Tu sais, pendant le confinement, on avait 60 visites virtuelles au sein du Market Center. Mm-hmm. Tu sais quoi, bah, il n'y a pas match. Les offres qui sont sorties assez rapidement ou même pendant le confinement, sous condition de revisite physique évidemment, Bien sûr. bah, il n'y a pas match. C'est les agents qui avaient fait des visites virtuelles. Donc c'est un vrai outil dans l'air du temps. Et là, pour le coup, alors avec le confinement, là, pour le coup, il n'y a pas match, hein. C'est hyper important. Lundi était le premier jour de notre nouvelle vie, de nouveaux modes de consommation, et Internet, quel que soit l'outil technologique qu'on utilise, en tout cas, a remplacé la première visite qu'on pouvait avoir en mode old school il y a 30 ans. L'impression, elle est déjà faite. Et puis, je ne sais pas pour vous, la dernière fois, vous avez acheté une maison, mais quand on est sur Internet, attention, hein, ça va vite, hein. Moi, je dois peut-être passer 3 secondes sur la première photo si ça m'impacte. Et même dans le choix des propriétés que je fais pour mes clients. S'il n'y a pas de photos, je ne sélectionne pas la maison. Si les photos sont dégoûtantes, je ne sélectionne pas la maison. Je veux séduire. Après, est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai raison? Peu importe. Mais en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, et les acheteurs fonctionnent de la même façon, hein. Tout à fait. Et puis, il ne faut pas oublier là quand même que c'est difficile ardu, sensible de demander à un vendeur de dépenser encore de l'argent pour des améliorations, des réparations, de l'aspect esthétique de leur propriété. En plus, peut-être, de devoir réajuster leurs prétentions en termes de prix. C'est réinvestir de l'argent et puis toi, t'en voulais une base 100, tu n'auras peut-être que 95. 2 efforts qu'on lui demande, en fait. C'est perçu comme ça, hein. C'est 2 efforts énormes. Ouais. Ouais. Et par contre, bah, s'il a vraiment envie de vendre, là, bah, il devra faire un travail de relooking sur la propriété, sachant que le but, c'est de vendre le bien là, au prix le plus élevé possible que le marché sera capable de supporter. Donc, comme à chaque fois on dit, hein, le prix du marché, c'est quoi? Bah, c'est le meilleur prix possible que sera à payer un acheteur en autant que vous soyez prêt à l'accepter. Mais si le client il en veut 300 000 et puis que par exemple tu as 10 offres à 250, bon, bah, le prix du marché c'est 250. Mais quand tu es à 300 et que tu as des offres à 250, tu as déjà de la chance d'avoir des offres à 250 parce que finalement, c'est le mauvais exemple parce que les écarts ne sont pas aussi importants. Énorme.
Et puis, on pourrait se demander aussi si le vendeur il n'en est pas capable. Alors peut-être pourquoi pas ne pas vendre du tout. En tout cas, se poser la question. Est-ce que moi, mes efforts que je vais faire, sachant que le client ne veut faire aucun effort. Moi, je me souviens, il y a quelques années, j'avais un client qui avait un sous-sol. Mais ici, les demi-sous-sols sont demi-enterrés, en fait. C'est des pièces de vie. C'était rempli, mais sans exagérer. Tu n'aurais même pas pu mettre un moineau dans un coin tellement il n'y avait plus de place. J'ai fait non, c'est pas possible. D'ailleurs, il faut que vous ayez tous un moineau dans votre valise pour voir. Non. Ah bah, là, il me fallait de la dynamite. Mais j'avais pas de dynamite, j'avais pas de moineau non plus. Bah, franchement, j'ai préféré pas prendre le mandat. Voilà. Après, on propose des choses qui nous semblent vraiment cohérentes. Après, faut que nos décisions finales matchent avec notre discours. Alors, il y a Sandrine, tu vois, qui met quelque chose d'intéressant. Elle dit qu'il ne faut pas orienter vers du homestaging. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Moi, moi, je suis sur une région où les gens, ils ont des revenus très bas. Donc, ils n'ont pas forcément les budgets pour aller se payer un homestager qui va leur refoutre la maison comme il faut, etc. etc. C'est pour ça qu'on avait choisi d'utiliser du homestaging virtuel. Vous savez, c'est les photos avant-après avec de l'aménagement en 3D. Et c'était un service qui était offert par l'agent. Et ça fonctionnait parce que pour le coup, le vendeur était super heureux de percevoir son bien différemment et les acquéreurs étaient heureux de pouvoir se projeter avec une vue 3D. C'est ni plus ni moins que ce qui est utilisé dans l'émission M6. Vous avez par exemple un partenaire comme Archideco, tout simplement. C'est Ging 3D. Donc il y a Rinov, je crois, de mémoire. Il y a plein de boîtes comme ça où vous pouvez projeter à moindre frais du homestaging en 3D. Voilà. Donc, c'était il y a 2-3 ans, j'avais utilisé ce système-là et j'avais récupéré les photos que j'avais fait agrandir. Tu sais, j'avais mis le avant-après et je les avais mis sur comme des chevalets là, tu sais, d'artistes. Ouais. Et puis il y avait l'angle comme ça là, et puis les gens ils pouvaient arriver à se figurer. Mais on était sur une propriété qui était en travaux non aboutis, on était à 60% de réalisation. Et puis comme déjà moi je voyais même pas les espaces, je fais ok, bon, il faut faire quelque chose. J'avais utilisé cette technique-là que moi j'avais bien aimé. Moi, le homestaging, ça nous a vachement aidé. Enfin, moi je vous le dis, le homestaging 3D. En 3D parce que soit on n'avait pas le temps, soit les vendeurs n'avaient pas les moyens, soit nous, on ne pouvait pas ouvrir la prestation parce que c'est un certain coût, il y a du temps, etc. etc. Et puis, aller demander aux vendeurs de payer un stockage, tu sais, de meubles. Parce qu'en fait, quand on fait du homestaging, on désencombre. Donc, il faut du stockage, etc. Enfin bref, il y avait des difficultés financières. Donc, nous, la 3D, ça a été vraiment un levier. Dans tous les cas, tu vois, c'est tout le sujet parce qu'il faut partir de la façade. Puisque chez le notaire, de la façade à la vente. Et du coup, la mise en scène, il y a une formule qui est donnée dans le Shift qui est intéressante. Alors, je la connaissais un petit peu différemment. Enfin, je vais vous la remettre à la française si vous voulez. Mais c'est les 3 P2A. Alors, moi, je dirais plutôt PPDA comme le présentateur. Patrick. OK, PPDA. Monsieur, bonsoir. Ouais, c'est ça. PPDA, ça serait quoi? Ça serait les plantes, la peinture, la dépersonnalisation, l'aménagement et l'ameublement. Et en fait, les plantes, c'est quoi? C'est tout ce qui va être vert, parce que si les feuilles meurent, vous imaginez bien que c'est pas très joli, d'accord. Tout ce qui est peinture, ça va être du nettoyage de façade jusqu'au petit coup de peinture qui va bien sur le portail qui est rouillé. Enfin bon, il va y avoir pas mal de petits trucs comme ça. Ou simplement ton de la pelouse. Ouais, voilà, par exemple. Ouais, pour les plantes, ça va être ça. Ça va être vraiment entretenir le verre, entretenir les peintures ou refaire de la peinture. Dépersonnaliser, enlever l'équipe de foot avec le maillot de Messi accroché dans la chambre et tous les trucs qu'on connaît tous là. Enfin, nous, en tout cas, chez nous, c'est plutôt ça. C'est pas le PSG, désolé les amis. Chez nous, c'est Barcelone. Et du coup, l'aménagement et l'ameublement, on va le voir, il y a pas mal de choses à faire. Donc, du coup, c'est une espèce de checklist PPDA, ok, plantes, peinture, dépersonnalisation, ameublement, aménagement. Et vous allez voir que cette checklist, elle est vraiment utile pour le coup. C'est comme une annonce immobilière. Ouais. Le quartier global, l'endroit où se trouve la maison, la façade, on rentre dans la maison, on insiste sur les points les points majeurs, d'ailleurs qu'on va voir dans quelques lignes, et après le reste, donc de l'extérieur vers l'intérieur. Ouais. Alors justement, ce qui est intéressant avec cette méthodologie-là, c'est qu'on ne va pas de suite rentrer dans la dépersonnalisation. C'est-à-dire qu'on ne va pas brusquer non plus, pousser le mec d'un coup, là, d'accord? Parce que dépersonnaliser, c'est sensible. Parce que pour lui, c'est beau.
oui, le dauphin qui est accroché en énorme sur le séjour avec les vacances, machin, etc., c'est très joli. Ok. Ou ta photo de couple pendant ta lune de miel où tu étais chaud bouillant qui est au-dessus du lit. Avec le cœur, tu sais, le coucher de soleil, enfin le truc. Ah ouais, le truc bien, comme on dit, enfin, j'ai pas l'expression en français, c'est pas grave. Donc, l'idée, c'est qu'on va commencer par quoi? Déjà, on va commencer, comme on dit, de la façade à la vente. Donc, on va commencer par la façade. Donc, si la maison n'est pas très jolie du point de vue extérieur, il va falloir surtout, si on a envie de convaincre les acheteurs de sortir de la voiture et de vraiment visiter, parce que ça, vous l'avez tous vécu, un acheteur qui voit la façade et qui dit, mais là, même pas je mets un pied là. Ou ça, simplement que la personne qui passe devant la maison et qui voit la pancarte ait envie d'appeler. Ah oui, voilà, rien que déjà ça. Parce que c'est quand même un bon pourcentage de contacts. Complètement. Donc, l'aspect extérieur, donc même le petit réglage du portail pour le remettre droit, éviter faire en sorte qu'il s'ouvre complètement, d'accord? Un peu de 10W40 pour pas que ça couine, des trucs tout bêtes. Faire sauter la clôture pour rentrer et faire la visite, d'accord? Ce serait sympa. Sans le vécu, tu sais, sur des trucs. Et après, voilà, nettoyer la façade, etc. Enfin, il y a des petits points comme ça. La peinture et les plantes, honnêtement, comme c'est dit dans le chiffre, c'est la clé de voûte de l'apparence extérieure du bien. Et à chaque fois, ça match. S'il y a quelques plantes qui sont bien disposées, la pelouse tendue, la peinture de la façade propre, etc., déjà, franchement, c'est des gros points de gagné. Ça, pour le coup… Qui n'est pas mentionné dans le livre Shift, mais laver les fenêtres. Ouais. Et la première chose, une des premières choses qu'on voit quand on arrive sur une propriété, c'est la porte d'entrée. La porte d'entrée, là, j'ai des lingettes de Lissol. De toute façon, on en a tous maintenant dans la voiture. Déjà, nos pancartes, elles doivent tout le temps être propres. Donc, hop là, Lissol sur les pancartes, mais Lissol sur la porte d'entrée. Vraiment, il faut que ça soit agréable, il faut que ce soit propre. Juste de la propreté déjà, en partant. Et après, c'est pareil. Moi, ce que je disais tout à l'heure, le meilleur ami, c'est le Karcher pour l'extérieur. Vous savez, toutes les traces d'écoulement de pluie sur les façades, etc. Ça, au Karcher, ça part. Hein. Donc ça, il faut expliquer ça au vendeur parce que le vendeur ne le voit plus parce qu'il passe devant tous les jours, mais l'acheteur, c'est la première chose qu'il voit. Hein. D'accord? Donc, il faut faire vraiment attention à ça. D'autant plus que généralement, la façade d'une maison, c'est ce qu'on va retrouver en exclusivité, en première photo d'annonce sur Internet. Alors là, nickel, avec les jolis coulées et tout, en première photo, là, c'est super. Ça donne envie. J'apporterai une nuance entre les maisons et les appartements. Oui, en photo 1 pour les maisons. Oui, mais sur les appartements, par exemple, je ne mets jamais en photo 1 le building. Je mets la plus belle pièce qui est à l'intérieur. Toujours. Les extérieurs sur les buildings, finalement, ont moins d'importance, moins d'impact que pour les maisons. Et encore que, nous, on a pour habitude de mettre directement une photo d'intérieur pour que les gens déroulent à la fin pour voir les extérieurs. Souvent, nous, on pratique comme ça. Après, bon, il n'y a pas de règle absolue. Hein, c'est qu'on le connaît, les habitudes des acquéreurs chez nous, à force de voir les stats de consultation sur Internet. Hein. Il faut connaître ces chiffres. Et puis le choix des photos, hein, parce qu'il y a des annonces que je vois là, tu sais, tu as 5 fois la photo de la façade pris d'angles différents sur les 5 premières photos. Ouais, c'est bon, quoi. Une, j'ai compris. On passe à l'intérieur. Hein. Tu vois, on se rend compte que même sur une photo ou en visite réelle, ça agit comme un aimant, en fait, l'extérieur d'un bien qui est propre. Donc, il va falloir tout regarder. Il va falloir regarder l'entretien basique. On parlait de la pelouse, des haies, des arbres, etc. Si ça a été paysagé, si c'est propre, si ça améliore réellement l'aspect extérieur de la maison. La lumière est importante. Moi, je sais que primordial. Et j'orientais mes vendeurs sur des dispositions de miroirs à certains endroits pour qu'on ait vraiment une luminosité dans la pièce qui circule. Parce que ça, la lumière, c'est quelque chose d'absolument important et ça change beaucoup de choses. Mais oui, donc on était parti de l'extérieur, la porte elle est propre, on rentre tout de suite. D'abord, c'est le hall d'entrée. Ouais. Il faut que ce soit rangé, il faut que ce soit clean. Ça, c'est un point important. Et puis, c'est le point numéro 1 important, à l'intérieur. En deuxième, sont toutes les pièces de la maison, de l'appartement les plus importantes aux yeux d'un acheteur. Et on sait très bien que c'est les cuisines, les points phares, là, c'est cuisine, salle de bain. Ce sont des moteurs de motivation d'achat qui sont importantes. La chambre principale, ce qu'on appelle ici la master bedroom, la chambre des maîtres. Des parents, de ceux qui payent l'hypothèque. La suite parentale. Oui, la suite parentale, je te remercie. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu celle-là. Mais la chambre principale et ensuite les autres chambres. Comme dans le sens d'une visite, en fait. Oui. Voilà. Tout à fait.
Classique. Et sur les éléments qui sont perçus comme étant les plus chers, tu sais, par exemple, une cuisine, une salle de bain, sont des éléments qui font nécessairement augmenter la valeur si elles sont vraiment bien faites. Et c'est des points, et c'est vraiment des points importants. Donc, vraiment, c'est rendre ça accueillant. Faut arriver à les embellir, ou en tout cas que ça soit bien rangé, et aider les acquéreurs à se projeter dans ce que pourrait être leur vie dans cette maison. Hein. Et Et puis, attends, aux objets personnels. oh, on range parce que comme l'objectif c'est d'afficher cette expérience de vivre dans cette maison, et c'est de laisser de côté effectivement tout ce qui est objet personnel, que les photos de famille, mariage, etc., qui pourraient un peu rompre le charme. Il faut rendre ça neutre. On parle de neutraliser, de rendre ça neutre. J'ai un exemple, c'était la dame dont je parlais, où il y avait les crottes de chien sur le plancher. J'avais vendu un de ses appartements il y a quelques années, et ses deux couleurs préférées, c'est le pourpre et le noir. Et quand je suis arrivé dans son appart, c'était la couleur du salon. J'ai fait Nickel. Ok, bon, voilà. Un tour de voyance ou pas? Comment? Elle t'a fait un tour de voyance ou pas? Non? Non, elle m'a pas fait un tour de voyance, mais j'adore cette femme. Par contre, ses goûts, parce que les cheveux sont la même couleur, attention. On a fait rentrer un peintre, et puis il m'a mis tout ça en blanc. Il a repeint les cheveux ou pas? Non, ça, elle a pas voulu. Et dis-toi bien là, c'est que quand j'avais récupéré ce mandat, ça faisait déjà 1 an et demi que c'était à vendre. Bah, tu m'étonnes. Donc en pourpre et noir. J'ai mis ça en blanc et ça m'a pris 3 mois pour le vendre. Donc je parle de ça, c'était quoi, 2015-16 à peu près. Donc on n'était pas dans le marché euphorique qu'on avait avant le confinement. Bon, je te dirais que pour nous, l'équilibre du marché a été court. On repart dans un marché de vendeurs, ça aura juste pris une semaine. Mais il y a autant d'enseignements quand même à retirer de tout ça au travers de la formation. Donc du coup, grand nettoyage, on met de l'eau, et du coup c'est pour ça que c'est super important de mettre des affaires de mettre le maximum d'affaires dans des cartons. Moi, je sais que chez nous, souvent ça arrive, tu sais, chez nous on rentre pas les voitures dans les garages. Donc les garages chez nous, c'est des gros bordels à stockage. Donc du coup, moi souvent je leur disais, si vous avez la place dans le garage, vous mettez dans le garage, ou sinon il va falloir sacrifier une pièce parce qu'il n'y a pas le choix. Ça va être la plus petite chambre ou le truc où on va stocker un maximum pour mettre tout le reste nickel. Parce qu'une chambre c'est une chambre, mais voilà, si tout le reste est agréable, déplacer des meubles, moi j'expliquais en permanence, il faut qu'on puisse circuler, quoi. Faire franchement passer en crabe devant la télé pour arriver jusqu'à la fenêtre, repasser en crabe de l'autre côté, enfin, c'est juste pas possible. Donc il faut absolument qu'il y ait une vraie liberté de circulation dans le bien. Donc il faut faire très attention à ça. C'est juste des basiques. Et voilà. Donc moi j'ai bien aimé ton expression de tout à l'heure. C'est le vendeur, c'est plus sa maison. Faut qu'il, dans sa tête, faut qu'il ait déménagé. Et tu sais ce que je fais pour l'aider avec ça? Non? Et notamment sur le nettoyage, les cartons. Ouais. Ils sont tout livrés pour le déménagement, mais quand il y a de la dépersonnalisation à faire, je fais livrer déjà une série de cartons. Comme ça, ils peuvent ranger. Pardon. Super, alors le scotch, le papier bulle, les cartons, c'est livré et en avant. Mais parce que tu sais, moi, ils doivent déménager dans leur tête psychologiquement. Ils doivent avoir fait le déménagement. C'est plus leur maison. D'ailleurs, les homestagers, c'est eux. Oui. Ils doivent se transformer en homestagers. D'accord. Il faut les aider pour ça un peu. Okay. Après, si vous avez 50 mandats par mois, etc., vous ne pourrez pas le faire tout seul. Mais il y a bien des propriétés où, comme mon entreprise n'était pas au niveau où elle en est aujourd'hui, j'ai mouillé la chemise. Hein. Je me souviens, c'est juste quand j'ai réussi à relancer ma boîte en 2018. J'avais eu un mandat l'année d'avant, en 2017, que je n'avais pas réussi à vendre. Au mois de janvier 2018, je reprends la propriété et il y avait une petite chambre d'enfant, enfin il y a une petite pièce qui était un bureau avec des couleurs improbables et un aménagement qui était vraiment pas cool. Et lui, j'avais une résistance de fou de la part du propriétaire. Je lui ai fait, si je m'en occupe et que ça te coûte rien, est-ce que tu me laisses faire? Ouais. C'est quoi? J'étais acheté un galon de peinture, j'avais un vieux lit de bébé et puis une bassinette, un truc allongé à la maison. Je me suis cogné une journée de peinture et j'ai raménagé tout ça. 3 jours plus tard, c'était vendu. Et en plus, j'avais vendu plus cher que le prix qu'on demandait. Sans surprise. Voilà. Donc, rafraîchissement du bien. Ouais, rafraîchissement du bien. On fait les recommandations. Vous donnez les conseils.
Mais franchement, moi, les conseils, j'ai arrêté de les donner moi-même là, parce que déjà, j'ai pas forcément les meilleurs goûts du monde, que c'est pas, et puis c'est pas mon boulot, et puis surtout que c'est touché, c'est sensible. Donc au moins, moi, je prends une décoratrice ou une designer quand il y a besoin. Je leur paye 1 heure ou deux, ça me coûte entre 2 et 300 $, et c'est elle qui annonce les mauvaises nouvelles, c'est elle qui dit quoi faire, c'est pas de ma faute, c'est la designer qui a dit. Et puis et les gens aiment ça, la relation qu'ils ont avec la designer, ils sont quand même super contents. C'est des choses aussi des fois que j'offre aux acheteurs qui rentrent dans une nouvelle maison. Je leur offre 2 heures de consultation avec une designer. Comme ça, ils sont super contents pour aménager leur nouvel espace. Mais de laisser cette job à une autre personne pour annoncer les nouvelles pas cool. Donc, je la paye pour le faire. C'est dans mon offre de service. Ça s'appelle déléguer intelligemment. Ça s'appelle un levier. Donc, du coup, ça y est, on a pris en compte la commercialisation et ça va intervenir juste après avoir fixé le prix. On établit un prix et après, le moyen efficace en gros, c'est simple, on va fixer le prix, on va marketer la commercialisation et puis là, c'est parti, le projet s'enclenche, etc., etc. Et d'ailleurs, surtout sur un changement de marché, excuse-moi, surtout sur un changement de marché, les deux sont équivalents, hein, c'est-à-dire que le prix va être aussi important que la mise en valeur. Hein. Il n'y a pas de si j'ai un super prix, ça va partir. Non, ça marche pas. Il y a super prix, mais il faut qu'il y ait super commercialisation avec. Là, les deux sont liés, il n'y a pas le choix. Hein. Et puis, je suis certain que sur l'appel, tout le monde fait des très belles photos, mais si vous faites les efforts de dépersonnalisation, d'amélioration de la propriété, etc., prenez un photographe professionnel pour le faire. Vous n'allez pas prendre vos vieux Kodak pour prendre les photos ou des photos penchées ou les photos des chiottes. On fait des belles photos. Les prestations des visites virtuelles vous fournissent un reportage photo 4K grand angle qui est super intéressant puisque dans la visite virtuelle, je m'arrête où je veux et je capture l'angle. Et là, franchement, vous pouvez faire des trucs juste canonissimes. Dans tous les cas, il va falloir que si vous faites comprendre ça à votre vendeur et qu'il comprend ces problématiques et qu'il les maîtrise, il va vraiment avoir une très grande longueur d'avance sur la concurrence et forcément, il va gagner la bataille et tout le monde va recevoir un compromis en récompense. C'est ce qui est marqué dans Shift. Ouais. Et du coup, il va vous remercier. Vous allez gagner vachement de respect vis-à-vis de lui parce que il y a beaucoup de gratitude. Généralement, il y a beaucoup de gratitude. Ouais. Du remerciement parce qu'ils ont pris conscience de l'importance de cette mise en valeur. Donc voilà, ça c'est fixer le prix. Ça vous permet de vous lancer dans la course, mais c'est en mettant en valeur le bien que vous obtenez une offre. Donc, en gros, je fixe un bon prix, je suis sur le marché. Si je veux que ça se vende, il faut valoriser, il faut mettre en valeur. Bah oui, et puis il y a un truc qui est super cool, c'est que quand tes propriétés, elles sont vraiment bien présentées, elles sont fancy, les autres vendeurs le voient aussi. Ils disent, hey non, lui, ses propriétés, franchement, ça cartonne. En plus, il les vend. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est un levier aussi pour aller chercher d'autres mandats. C'est fabuleux. Moi, c'est pour conclure, tu vois, en gros, c'est quoi? La rédaction d'une annonce, la mise en valeur d'un bien au travers du choix des photos, des angles de vue, les conseils pour dépersonnaliser, pour nettoyer, etc. En plus, c'est la partie visible du travail d'un ouais, c'est ce qu'on voit en fait. Ça y est, là pour le coup, c'est concret pour des vendeurs, c'est concret pour des acquéreurs quand ils visitent. Et moi, je trouve que le Graal, et c'est ce que je dis à chaque fois en formation, je dis, mais le Graal pour un agent, c'est d'être reconnu comme celui qui a des beaux biens, tu sais. On dit, ah ouais, lui, il a tout le temps des beaux biens. Ouais. Non, il a des beaux biens. Il a des biens qu'il arrive super bien à mettre en valeur, ça c'est clair. Et en gros, il faut se mettre dans la peau d'un marketeur qui fait ça, parce que moi, je trouve que c'est franchement la partie kiff du travail, c'est de se mettre dans la peau d'un stratège marketing. Et ça va avec une fixation de prix, avec la stratégie qui en découle derrière, avec les avenants si ça bouge pas, et avec une commercialisation qui soit impeccable. Et moi, j'ai toujours considéré que les annonces, la vitrine digitale qu'on a, c'est le reflet de notre travail. Aussi simple que ça. T'as réussi à me faire taire. Incroyable. Et ouais. Voilà pour ça. Il est 15h01. Nous avons terminé ce chapitre 8. Je ne pensais pas qu'on aurait tenu 60 minutes sur ce sujet passionnant. Et maintenant, si vous avez des questions, on peut prendre 2-3 minutes pour y répondre. Il y a des AA. Ok. Mettre en valeur le bien et PPDA, bien sûr. Bah oui, Patrick Poivre d'Arvor. Sortez pas ça devant un client, il va vous regarder avec des yeux comme ça.
Je vais réactiver, en tout cas laisser la possibilité de réactiver les micros à tout le monde, si jamais il y en a qui veulent prendre la parole plutôt qu'utiliser le chat. Vu qu'on est une grosse trentaine, je pense qu'on peut échanger. Comment on fait si le bien est vide? On n'a pas abordé le sujet. Bah, pour le coup, le bien vide, moi je rejoins encore le homestaging en 3D parce que la difficulté sur un bien vide, c'est le fait de se projeter, de repérer les espaces. Les gens ont du mal à appréhender D'accord. la surface. Et pour le coup, bien vide, homestaging 3D, c'est ce qu'il y a de plus efficace, plus rapide et le moins cher possible. Sinon, il faut faire du homestaging physique. Mais des fois, de mettre Alors, je sais qu'il y avait une société à l'époque, je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est AVO, je crois, un truc comme ça, qui mettait du mobilier en carton. Alors, c'était super pratique, ça se pliait, ça se mettait dans la voiture. Le mec, il arrivait, il dépliait le faux mobilier, entre guillemets, en carton. Et puis, en fait, il mettait en scène et il animait un petit peu un séjour pour que les gens puissent se représenter les espaces. Et je trouvais ça très... Bah, un truc tout bête pour créer une chambre, vous mettez des cartons, par exemple, largeur 1,80 m sur 1,80 m. Vous mettez une couette dessus ou par exemple, vous pouvez mettre une base de carton et puis dessus un matelas pneumatique et pour aménager le truc. Parce qu'il peut peut-être y avoir aussi une chambre qui est importante, parce que les chambres, c'est important quand il y a des familles, de figurer l'espace. Donc là, par exemple, les airbeds, là, les matelas pneumatiques, ça, c'est un truc que j'ai déjà utilisé et puis que je trouve assez intéressant. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Avec plaisir. Bien, ben, encore une fois, un bon moment avec vous. Hein. Bah ouais, clairement. Donc, on va se dire à la semaine prochaine, mon ami. Bah ouais, à la semaine prochaine. Hein. Bah On ouais. vous embrasse. Et déconfinez-vous bien et puis bon business à tous. Hein. Allez, travailler. Go. Ça shift à fond. Merci les gars, c'était super, merci beaucoup. Cool. Merci, Mika. Merci, On se voit la merci. semaine prochaine. À Bye, très bye, vite. bye. Ciao. Ciao.